Bonjour Karine-Anne. Bonjour. Passer du journalisme à la psychanalyse et au coaching est assez inhabituel. Quel a été le moment décisif qui vous a inspiré ce changement de carrière ? Carrière. Voilà bien un mot que je n'emploie jamais, qui plus est pour moi. C'est comme s'il ne pouvait être synonyme que de parcours tracé, d'immobilisme, que dire encore, de fonctionnariat. Je préfère le mot parcours. Il englobe vie personnelle, lui, et professionnelle. Parce que les deux sont de toutes les façons toujours liés. Un être humain se coupe pas en deux, entre le personnel et le professionnel. Alors oui, j'ai pris un nouveau tournant dans mon parcours. En fait, quand je me suis réinstallée en France, après plusieurs années passées en Asie, pour la BBC et d'autres médias, mais aussi pour écrire un livre avec une amie journaliste, eh bien, quand je me suis réinstallée, j'ai repris les piges à Paris, dans la presse écrite, pour garder ma liberté. Mais les papiers qu'on me commandait étaient de plus en plus courts. On me demandait un feuillet, 2 feuillets, pour des sujets que j'aurais pu traiter dans le cadre d'un grand dossier de plusieurs pages, d'une dizaine de pages. Je ne vivais pas du journalisme pur et dur. J'étais obligée de travailler dans la com pour payer mon loyer et manger à ma faim. Vous n'étiez plus satisfaite de votre métier de journaliste ? Non, pas du tout. Et plus du tout. Et puis je sentais que j'avais non seulement besoin de poser mon sac à dos, mais aussi mon histoire. De l'interroger pour comprendre pourquoi je répétais toujours le même schéma. Schéma que j'analysais ainsi. Et que j'analyse toujours ainsi. La peur de perdre ma liberté en ne signant pas un contrat dans une rédaction. La peur aussi de ne pas être en sécurité. Comme s'il fallait, pour garantir ma liberté, que je sacrifie ma sécurité financière. Comme si les deux n'étaient pas possibles pour moi. Je suis donc allée voir quelqu'un, comme on dit. Plus exactement, un psychanalyste. Pour parler de moi, pour une fois. J'avais déjà fait tant parler les autres, des centaines d'autres, voire peut-être des milliers. J'ai alors commencé une analyse qui durera plusieurs années. Je ne pensais pas devenir psychanalyste, mais alors vraiment pas. Cette psychanalyste, je la voyais comme une personne mystérieuse, impressionnante au premier abord. Elle me fascinait. Oui, elle me fascinait pourtant dans sa grande maturité humaine, sa distance sur les événements que je lui racontais. Et en même temps, elle avait une grande capacité à comprendre l'autre. Mais je crois que, et je le reconnais, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, qui m'a montré la voie, qui a changé ma vie. C'est elle qui a provoqué le déclic ? Je crois, oui. Notre travail, en tout cas, toutes les deux. Un jour, je fais un rêve dans lequel je me dis clairement que j'aurais dû devenir médecin, que je suis un médecin raté. Je n'en fais pas part tout de suite à ma psychanalyste. Je retiens ce que j'ai rêvé, en fait, ce qui normalement ne se fait pas. Et puis peu de temps après, elle me dit que je ferais une très bonne psychanalyste. Parce que j'aime les gens, que je sais les écouter, les amener à bouger pour se faire du bien, que j'ai une très bonne culture générale et que je pourrais donc accompagner des personnes de tous les horizons, au parcours multiple. Bref, que je pourrais m'adapter à eux. Et c'est là que je lui fais part de mon rêve. Elle me répond tout simplement: vous serez médecin aussi, Karine, si vous devenez psychanalyste. Un médecin différent, un médecin de l'âme. Et là, je dois dire, c'est le déclic dans ma tête. Je décide alors d'entamer un parcours pour me former à être psychanalyste. J'avais déjà suivi quelques années d'analyse, mais le parcours de formation, qui consiste en 5 ans de formation pour devenir psychanalyste et être certifié par une école, consiste aussi à suivre une didactique pour apprendre à analyser l'autre et à rédiger un mémoire clinique. Mémoire que je vais soutenir devant mes pairs pour qu'ils m'adoubent. C'est comme ça qu'on devient psychanalyste. C'est un long parcours. D'autant qu'il ne suffit pas ensuite d'être certifié, bien sûr, pour s'autoriser à recevoir son premier analysant dans un cabinet et à en faire un métier jour après jour. Mais voilà, pendant la didactique, je vais recevoir mes premiers analysants. Je veux très vite passer à l'action. Vous avez alors lâché le métier de journaliste ? Non, jamais de la vie. En fait, j'ai continué à piger pour les journaux et les magazines, pour la communication aussi de grandes entreprises, et j'ai même arrêté mon analyse à un moment, pendant 1 année, je crois, parce que ça faisait beaucoup.
et parce que je venais d'être acceptée au grand atelier scénario de la Fémis. À l'époque, je me suis raconté aussi qu'écrire des scénarios allait me permettre d'écrire plus long, dans une plus grande liberté, puisque c'était de la fiction, et pas de l'info, comme dans le journalisme. Mais j'ai vite déchanté. Même si cette expérience a été très riche, j'ai rencontré des gens fantastiques aussi. Le scénario, en fait, n'est qu'un outil dans la chaîne de fabrication d'un film. Un outil qu'on rabote, qu'on modèle, qu'on adapte. Qui plus est en France, le scénariste en France ne tient pas les manettes, sauf peut-être s'il est aussi réalisateur. Le scénario n'est pas un objet fini. J'en ai conclu que je rêvais plutôt d'écrire un livre, oui, quelque chose de vraiment long, ce que j'avais déjà fait avec 2 essais journalistiques, et que j'allais ensuite refaire, bien des années plus tard, avec un récit plus personnel. Dans votre pratique, comment combinez-vous la curiosité journalistique avec la profondeur de la psychanalyse et vice-versa ? Je crois que les deux se nourrissent mutuellement. Je suis curieuse de l'autre, naturellement, mais en tant que psychanalyste, je ne pose pas les mêmes questions à la personne qui vient me voir en toute liberté, elle. Je l'écoute plus activement encore, et je la laisse venir dans ses réponses et ses prises de conscience. Je suis là, et à sa demande, pour l'aider à sortir de la répétition dont elle me dit souffrir. Ça sert à ça, la psychanalyse. À sortir de la répétition, ça guérit pas. Mais ça permet d'avoir un petit gyrophare qui se met en place quand on répète. Pourquoi, dans son histoire, cette personne a choisi de tourner à gauche plutôt qu'à droite ? Pourquoi elle s'est construite dans l'opposition, dans la dépendance à sa mère, à son père, aux deux, à leur système, à son milieu d'origine ? Pourquoi s'est-elle racontée cette histoire, ce contexte, cette vie dont elle souffre aujourd'hui ? Et tout ce travail se fait dans l'alcôve de mon cabinet, sous le sceau du secret. Et qu'a gagné votre pratique de journaliste dans l'affaire ? En tant que journaliste, je ne travaille plus sur le terrain, l'actualité. Je préfère les sujets santé ou société, plus froids, et les entretiens que j'appelle divans, les entretiens divans, ceux qui donnent à mon interviewé l'occasion de se confier. Je demande une interview et la personne accepte ou non les conditions de celle-ci. Beaucoup jouent le jeu, bien au-delà de ce que je pensais possible. Ils se confient, vraiment, prennent plus de temps que ce qu'ils avaient prévu, même s'ils ont un agenda très chargé, et ils me remercient très souvent pour mon écoute et ma capacité à leur faire réaliser leur parcours de vie. Ils ne savent pas que je suis aussi psychanalyste, pour la plupart en tout cas. Cela vous plaît d'avoir 2 métiers si différents ? Je les vois pas si différents l'un de l'autre. Oui, mais ça me plaît. Dans les 2 cas, j'aide une personne à accoucher de ses mots, de son histoire. Sans doute ces 2 métiers ont-ils le mot histoire en commun, oui. C'est ça le fil rouge, leur fil rouge, l'histoire. Mon fil rouge. L'histoire, c'est la matière que j'ai étudiée à l'université avant d'entrer à l'école de journalisme. Tout est lié finalement. Tous mes interlocuteurs, qu'ils soient interviewés ou patients, ont leur version de l'histoire, de la grande histoire parfois. Je les écoute, je ne les juge pas, je suis là pour leur ouvrir parfois une fenêtre sur une autre version possible de cette histoire. En fait, j'aime cette double identité. J'ai toujours aimé vivre plusieurs vies en même temps. Une vie ne me suffirait pas. Quand avez-vous posé votre plaque ? En 2019 seulement. En fait, c'est mon médecin généraliste qui m'a proposé de partager son cabinet. Je crois qu'il m'a convaincue, mais vraiment convaincue à l'époque, de poser ma plaque en me disant tout simplement cette phrase. Tu sais, une plaque, ça se déboulonne. Un nouveau déclic. C'est vrai, lui ai-je répondu. Comme si toutes ces années, j'avais eu peur de m'installer, de me fixer. Certains disent que changer radicalement de vie est une fuite plutôt qu'une quête de soi. Quelle est votre réponse à ces sceptiques ? Pourquoi changer radicalement ? Il nous est possible de construire une seconde vie, forte de l'expérience, des expériences de la première. Rien ne s'efface totalement de notre histoire humaine. La vie, notre vie, ne se recommence pas. Elle ne se refait pas. Elle continue, simplement, autrement. Si nous le choisissons, bien sûr. Nous avons la possibilité de continuer à nous rencontrer autrement dans un contexte différent. Un métier, une relation que nous n'avions jamais imaginé pour nous. Pour mieux nous connaître encore.
Alors je répondrai aux sceptiques que ne rien changer alors que nous ne sommes pas bien dans notre vie, là, c'est une fuite. Parce que nous choisissons alors le connu, même s'il est inconfortable, par peur de l'inconnu qui pourrait être confortable et bien plus plaisant. C'est dommage. Voilà ce que je dis aux sceptiques, c'est dommage. Une question d'ailleurs que je traite régulièrement avec mes patients.